Merci pour cette présentation. Donc on va changer un petit peu d'échelle. Et puis donc maintenant que mes collègues vous ont soigné, nous on va essayer de vous faire vivre plus vieux. Donc vous savez comme moi que l'espérance de vie a énormément progressé en France. Depuis, donc en 70 ans, les femmes ont gagné 20 ans d'espérance de vie. Je vais sauter les hommes. Et c'est quelque chose dont on attend la continuation. C'est-à-dire que vous vous attendez à vivre plus vieux. Enfin, disons, vous espérez que vos enfants vivront plus vieux que vous. Au point qu'en 2015, quand il y a eu une légère baisse de l'espérance de vie, il y a eu toute une série d'articles dans la presse commentant la première baisse depuis 69 de l'espérance de vie en France. On va plus probablement vers une stagnation d'ailleurs de l'espérance de vie. Alors, c'est bien de vivre plus vieux. En fait, ce n'est pas tout à fait ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est vivre plus vieux en bonne santé. Et donc, on a un ensemble d'indicateurs statistiques de l'espérance de vie en bonne santé. Donc j'en ai pris un qui est l'espérance de vie sans incapacité, c'est-à-dire qui traduit combien de temps vous allez vivre sans que vous ayez un handicap, une incapacité qui va affecter votre mode de vie. C'est-à-dire si vous êtes capable de maintenir votre mode de vie, peut-être un petit peu moins d'activité, mais vous pouvez faire tout ce que vous vouliez avant. Donc c'est une étude, c'est des données qui viennent d'une étude européenne en 2012. Donc en 2012, l'espérance de vie à 65 ans, c'est-à-dire si vous atteignez 65 ans, d'une femme, c'était en France quasiment 90 ans, 85 pour un homme. Par contre, l'espérance de vie sans incapacité, c'est 75 ans pour les hommes et pour les femmes, en pratique. Ce qui veut dire qu'une femme a, statistiquement, probablement 15 ans de sa vie avec une incapacité qui va limiter son mode de vie. 10 ans pour les hommes, c'est long, c'est pas non plus extrêmement long, mais c'est quand même long. Alors, un des problèmes, c'est que l'espérance de vie croît plus vite que ne croît l'espérance de vie sans incapacité. C'est-à-dire qu'entre 2000 et 2012, l'espérance de vie a progressé typiquement de 2 ans, l'espérance de vie sans incapacité d'1 an, à 65. Donc, comment on essaye de compenser ça? Alors, il y a plein de raisons qui entraînent une incapacité, mais parmi les raisons qu'il y a, c'est simplement que votre organisme vieillit. Votre organisme vieillit, vous avez des morceaux qui ne fonctionnent plus correctement, et donc vous voulez remplacer des organes. D'accord? Donc, comment on remplace un organe? Aujourd'hui, on a essentiellement 2 méthodes. La principale, c'est si vous avez un problème, on va dire de hanche, on va vous poser une prothèse. C'est assez typique des gens un peu âgés. La principale prothèse posée en France, c'est la prothèse de hanche, 80 000, pour un coût unitaire de 10 000 euros. D'accord? La suivante, c'est le genou, 45 000. On a fait beaucoup de progrès dans les prothèses. Celle qui marche le mieux, c'est la hanche, et elle va durer entre 15 et 20 ans, un petit peu moins chez les jeunes qui sont un petit peu plus actifs. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas de chance, vous aurez besoin d'avoir une deuxième opération pour qu'on vous restabilise votre prothèse et vous aider à maintenir l'affaire. Donc ce n'est pas un objet qui va durer toute votre vie, c'est normal, on vous met une pièce mécanique à l'intérieur de l'organisme qui doit bouger et qui s'use. D'accord. On veut qu'elle ne fasse pas de bruit, enfin des choses comme ça. On remplace essentiellement des articulations par des prothèses. On ne peut pas tout remplacer par des prothèses, et donc, de temps en temps, on a besoin d'autres choses, et quand c'est un organe qu'on ne peut pas transformer par une prothèse, on fait une greffe. On fait 5200, un tout petit peu plus de 5200 greffes par an en France. Là encore, la principale, c'est le rein, 3000 prothèses annuelles, pour un coût de 80 000 euros par greffe, plus 20 000 en post-opératoire, c'est-à-dire tout le traitement qui va suivre dans les années qui suivent. Donc ce n'est pas le coût de développement d'un médicament, mais si vous ramenez ça à l'échelle de la France, ça commence à faire un petit budget. Ça reste l'opération la moins chère du traitement de la déficience rénale. On ne greffe pas que des reins, on greffe aussi d'autres types de tissus. On greffe des cœurs, des poumons, ça vous connaissez. On greffe quelques autres tissus, ce qu'on appelle des tissus conjonctifs, comme le tendon, la peau ou la cornée, qui sont des tissus qui servent à l'architecture du corps, mais qu'on ne peut pas remplacer par une prothèse. Donc typiquement, la plus vieille greffe connue, c'est la greffe de cornée. Et c'est une greffe qui fonctionne relativement bien, sur laquelle on n'a pas trop le problème classique de la greffe, qui est le manque de donneurs. On est chroniquement en pénurie de donneurs pour la greffe d'organes. Ce n'est pas la difficulté principale de la greffe. La difficulté principale de la greffe, ce qui fait sa gêne, c'est le fait que vous avez un risque de rejet. Donc comme vous avez un risque de rejet, vous êtes obligé de prendre un traitement chronique, immunosuppresseur ou immunodépléteur, qui va vous permettre d'accepter ce corps étranger à l'intérieur de vous-même. Donc on a 2 solutions, pas totalement idéales, avec une petite marge de progression. Ceci dit, c'est des solutions qui marchent quand même. Donc on a essayé, je dis on, de manière générale, la communauté, a essayé de concevoir des solutions alternatives. Donc la solution
une des solutions, mais la principale qu'on a dans nos rêves, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie tissulaire. Donc l'ingénierie tissulaire, c'est quoi? C'est vous avez un organe, ici la petite croix rouge, qui est affecté, vous voulez le remplacer. Qu'est-ce que vous allez faire? On va prendre des cellules chez vous, on va cultiver ces cellules, éventuellement leur faire un traitement pour les dédifférencier, enfin faire ce qu'il faut pour qu'elles vivent bien. Donc on va les enlever, les faire pousser en laboratoire, on va les combiner à une matrice, à un scaffold. Scaffold en anglais, ça veut dire échafaudage. On va mettre l'ensemble en culture, dans les bonnes conditions de croissance, dans les bonnes conditions mécaniques. On sait que les aspects mécaniques sont importants. On va obtenir un tissu ex vivo et on va vous réimplanter ce tissu qui va remplacer l'organe rouge par un organe vert fonctionnel. L'avantage, c'est que c'est un morceau de vous-même, a priori, et donc il n'y a plus de problème de compatibilité, et a priori, il n'y a plus non plus de problème de durée de vie, puisque c'est vous, donc vous vous auto-réparez, donc a priori, vous devriez pouvoir continuer. Là-dedans, on ne maîtrise pas encore tout, il y a quelques succès sur l'os, mais il n'y a finalement pas de commercialisation. Et une des difficultés, c'est quel est le stimulé mécanique que vous devez exercer pour obtenir une peau ou un tendon, en particulier un tendon fonctionnel. D'accord? Et ça, on le comprend assez mal. Alors pourquoi on le comprend assez mal? Je vais prendre... donc là, on va venir vraiment plus sur les choses qu'on fait au laboratoire de mécanique des solides, en tout cas ce que moi je fais, on fait un tas d'autres choses au laboratoire, qui est le lien entre la sollicitation mécanique et le signal et l'action des cellules. Donc là, vous avez un problème de changement d'échelle. Si je prends le cas de la peau c'est donc ce qu'on appelle un tissu conjonctif, c'est-à-dire c'est un tissu qui est fait essentiellement d'autres choses que de cellules dans la partie profonde, dans le derme. Donc vous avez quand même des cellules à l'intérieur, que vous voyez ici en rouge sur cette image. Une cellule, ça fait 10 micromètres. D'accord? Si je vais cultiver un échantillon de peau, je ne vais pas vous cultiver un échantillon de peau qui fait 10 micromètres, je vais cultiver un échantillon qui fait plusieurs centimètres. Et donc il y a un facteur au moins 1000 entre l'acteur biologique qui va refaire le tissu et le manipulateur, l'action mécanique. Et donc j'ai un problème de changer d'échelle. Pourquoi? Parce que si je tire sur ma peau, vous voyez un milieu qui est continu, il n'y a pas de trou dans votre peau. Ce que voit la cellule, évidemment, il y a un rayon de soleil juste à ce moment-là, c'est un ensemble de fibres vertes qui sont le principal ingrédient du tissu en dehors de l'eau, c'est-à-dire le collagène. Alors, toute l'industrie cosmétique vous vend qu'il faut du collagène pour réétirer votre peau et qu'elle ait une bonne durée de vie, etc. Pourquoi? Parce que le collagène, c'est l'acteur des propriétés mécaniques de ces tissus, l'acteur principal. Et donc, comment marche la perception? Comment marcherait l'ingénierie tissulaire? Vous avez une matrice comme ça, avec quelques cellules dedans, vous exercez des sollicitations mécaniques dessus, en réaction, donc vous tirez sur votre échantillon, je vais rester au centimètre, tout ceci se transfère dans un mouvement du réseau de fibres, les cellules perçoivent ce mouvement de réseau de fibres, en réaction, elles tirent dessus, elles créent de nouvelles fibres, la conséquence de ça, c'est que ça change l'architecture, et ça change les propriétés mécaniques, et à terme, vous aurez un nouveau tissu. D'accord? C'est comme ça que vous cicatrisez, entre autres. D'accord? Une des difficultés, la première des difficultés là-dedans, c'est de comprendre comment vous passez de la mesure mécanique que je vais faire au centimètre, ce que je vais exercer sur l'échantillon, à ce que perçoit une cellule. Il faut que je descende de 1 cm à 10 microns, donc 1000 échelles, 3 ordres de grandeur. A l'inverse, une fois que ma cellule a remodelé le tissu, il faut que je remonte toutes ces échelles pour arriver à savoir quelles sont les propriétés de ce que j'aurais cultivé, disons si je veux être prédictif. Il existe depuis les années 1960, des modèles, des interprétations, des modèles avec éventuellement mathématiques, mais essentiellement avec des mots, du lien entre cette microstructure et ses propriétés mécaniques. Ceci dit, en dehors du tendon, ça n'avait pas pu être testé jusqu'à récemment. Donc, il y a 6 ans, on a développé avec une autre équipe, l'équipe du professeur Schenklein, au laboratoire d'optique et biosciences, un dispositif original qui combine une machine de traction qu'on a construit spécifiquement au laboratoire de mécanique des solides et un microscope qu'a développé spécifiquement le laboratoire d'optique et biosciences pour imager le collagène et les cellules dans les tissus. Avec ce dispositif, on est capable de faire un essai mécanique sur un échantillon en enregistrant la mécanique et en mesurant les mouvements des fibres. Donc ça, c'est typiquement ce qui se passerait si vous tirez sur une peau de souris. Enfin, quand on tire sur une peau de souris, c'est pas si. Et donc, les trous noirs, là, donc en vert, vous avez le collagène. Les trous noirs, ce sont les follicules pileux. C'est là où il y avait les poils de la souris. Et donc, quand vous tirez dessus, vous voyez, sans trop de surprise, que les trous des poils s'écartent. Et puis, le réseau semble s'aligner dans la direction de traction. Il ne suffit pas d'avoir des belles images. On a développé des outils quantitatifs pour pouvoir tester les modèles. Donc, des outils quantitatifs
Je ne vais pas vous mettre les équations. On pourrait, mais on en a d'autres. On en a. En fait, ils nous servent à comparer les modèles qui existaient, qui ont été développés dans les années 60, à nos données. Donc l'interprétation classique des années 60, ça c'est la courbe mécanique. Donc contrainte, c'est la force sur la surface initiale, en fonction de l'étirement. Donc quand vous tirez sur de la peau, c'est pareil pour tous les tissus conjonctifs mous, vous avez un premier régime où la force croît peu. Pourquoi? Simplement parce que vous êtes en train de déplier, disons l'interprétation classique, c'est que vous dépliez toutes ces fibres qui sont ondulées. Donc vous imaginez que vous avez un plat de spaghettis, vous tirez sur le plat de spaghettis, les spaghettis commencent par s'aligner. D'accord? Et puis quand les spaghettis sont droites, là ça résiste un grand coup, et donc la force décolle. Et puis à la fin, ça casse. Normalement, chez vous, ce n'est pas censé casser. Donc le modèle, c'était un alignement initial des fibres de collagène, et puis un étirement des fibres. Et donc ça, ce qu'on a pu montrer, c'est que ce modèle qui est largement utilisé dans la littérature est faux. C'est pas comme ça que ça marche dans la peau. Ce que vous avez, en fait, c'est quelque chose qui est complètement continu. Tout au long de la traction, vous avez un étirement des fibres. Bon, vous avez deux régimes qui sont liés à deux phases de réorganisation du réseau. Ça, c'est un tout petit peu technique. Et puis, évidemment, à la fin, ça casse. Et ce qui change par rapport aussi par rapport à l'interprétation précédente, c'est que les fibres ne résistent pas comme des ressorts, comme des câbles, mais plutôt comme du chewing-gum. C'est-à-dire c'est un comportement plastique. Une fois que vous avez commencé à les tirer, ça coule. Et vous pouvez les étirer sur des très très grandes tailles. Voilà. Une fois qu'on a dit toutes ces belles choses avec des mots, il faut transformer ça en équation. Donc ça, on sait faire au laboratoire. Donc on a construit, en ce moment, on est en train de le tester, des nouveaux modèles qui combinent, qui nous permettent ce changement d'échelle entre ces deux tailles pour les tissus conjonctifs. Et maintenant, on est donc capable de passer de l'essai mécanique macroscopique à l'échelle locale. On est capable de passer de l'échelle, on espère bientôt être capable de passer de l'échelle locale à l'échelle macroscopique. Par contre, pour avoir une ingénierie tissulaire prédictive, il vous manque quelque chose. Il vous manque la cellule. J'ai avalé la cellule en route là. Et donc, en perspective, ce qu'on voudrait faire, c'est être capable de quantifier le remodelage. Donc le remodelage, typiquement, ça c'est une manip plus ancienne qui avait été faite au laboratoire d'optique et biosciences. Je repars de mon image, j'attends 24 heures et vous avez une architecture qui est comme ça. Et donc ce que je voudrais, c'est être capable de mettre, d'abord de l'observer, et ensuite de mettre des chiffres qui vont nous permettre d'avoir un modèle pour savoir, pour une sollicitation mécanique donnée, qu'est-ce que cette cellule va faire en réaction en fonction de son environnement. Une fois que j'aurai ça, j'aurai tous les ingrédients, je pourrai assembler les deux briques ensemble, et on aura un modèle prédictif qui nous permettra de faire de l'ingénierie, c'est-à-dire de dire en avance, vous prenez tel scaffold qui est imparfait, telle matrice qui est imparfaite, vous tirez dessus comme ça, les cellules vont réagir ainsi, et à la fin, vous aurez tel tendon, ou telle chose. Ça, c'est le rêve. Ce n'est pas encore le cas, mais après tout, on a le droit, on peut faire aussi des choses à long terme. Donc évidemment, ce n'est pas des choses qu'on fait tout seul. Donc, moi, je suis au laboratoire de mécanique des solides, qui a 3 tutelles, l'école polytechnique, le CNRS et les mines de Paris. Je suis dans une équipe commune avec l'INRIA, comme mon collègue. C'est un travail qui a été fait énormément en collaboration très très proche donc avec le professeur Schencklin au laboratoire d'optique et biosciences, avec un ensemble de partenaires académiques, financiers, et puis évidemment il y a un certain nombre d'industriels de la cosmétique qui s'intéressent à comment votre peau se comporte et puis éventuellement comment on pourrait vous en faire reposer. Je vous remercie.